2 ans après l'allocution de Greta Thunberg à l'ONU, où en sommes-nous ? Où en est la jeunesse ? Vous n'avez pas pu y échapper. Elle est partout, elle est dans la rue, elle est en grève, elle se mobilise. C'est la thématique que nous allons aborder avec nos invités. Nous allons échanger, nous allons essayer de comprendre quelle position la jeunesse a-t-elle adoptée, comment est-ce qu'elle se mobilise. Et pour ce faire, je donne la parole à Laurie Debove, qui est rédactrice en chef de La Relève et la Peste et qui animera ce débat. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. On a eu l'occasion d'échanger individuellement, également avec Paul, qui fait un travail formidable à Convergence sur la tenue de cette soirée. C'est vrai que c'est une table ronde assez intéressante parce qu'elle s'adresse aux jeunes, elle parle des jeunes, et vous en faites tous partie, même toi, Eva, qui te considère un peu moins jeune. Moi, j'avais la même interrogation. Je me disais, qu'est-ce qu'un jeune ? Et surtout, le climat est-il une histoire de jeunes dans une société en crise comme la nôtre actuellement ? C'est vrai qu'on vit un moment très difficile. Jean Jouzel et Audrey Pulvar l'ont brièvement évoqué, ont voulu redonner de l'espoir dans tout ça. Mais c'est vrai qu'on fait face à des vrais défis au-delà du défi climatique en ce moment. Donc, j'ai la chance d'être avec Camille Etienne. Donc, Camille Etienne est activiste climat, porte-parole du mouvement On est prêt. C'est bien ça, Camille ? Hugo Viel qui travaille à Climates et à... Et du coup, là, je travaille sur un projet lié à la loi climat, donc qui s'appelle Maintenant ou jamais. Tout à fait. Vinciane Martin du Shift Project sur la formation et l'emploi, mais aussi l'une des initiatrices du manifeste pour un réveil écologique, et Eva Sadoun qui travaille pour l'ITA. Et donc toi, tu t'occupes de décarboner l'économie, c'est bien ça ? J'ai fondé une entreprise effectivement qui s'appelle Lita.co et je suis coprésidente d'un mouvement d'entrepreneurs de la transition sociale et écologique qui s'appelle le Mouvement Impact France. Donc on est là un petit peu pour déblayer tout ça. Alors on va directement commencer par rentrer dans le vif du sujet. Finalement, qu'est-ce que c'est la jeunesse et qu'est-ce que sont les revendications de la jeunesse ? Camille, est-ce que tu peux commencer ? Je te donne la parole. Est-ce que tous les jeunes sont archi convaincus qu'il y a un vrai souci, une vraie urgence écologique, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation et d'activisme à faire ? Bonjour déjà. Et c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre de répondre au nom de la jeunesse et que médiatiquement c'est très fort de pouvoir dire les jeunes en pointant quelques-uns du doigt. On peut parler pour personne d'autre que nous-mêmes. Et je crois que c'est ce qui nous différencie beaucoup des élus, en fait, c'est qu'on représente notre propre personne, notre propre pensée et rien de plus. Après, évidemment, que ça peut être symptomatique de ce que pensent, j'espère, d'autres. Et on le voit parce qu'on est nombreux dans les rues et qu'on est nombreux dans les pétitions et qu'on est nombreux dans l'action aussi. Mais très brièvement, je pense que c'est faux de croire que la jeunesse est engagée d'un point de vue global. C'est-à-dire qu'on le voit très très bien, que non seulement c'est quelque chose de privilégié, c'est une partie de la jeunesse privilégiée qui peut se permettre de louper l'école parce que déjà elle peut avoir accès à l'école, qu'elle peut se permettre d'être au courant de ces enjeux-là parce qu'elle a un espace mental disponible qui fait qu'elle ne doit pas faire 5 jobs à côté pour payer ses études, et donc elle peut prendre du temps pour se taper des résumés du rapport du GIEC ou des conférences comme ici ce soir. Donc une partie de la jeunesse est mobilisée, qui est plutôt une partie privilégiée, et quelque part, tant mieux, dans le sens où c'est ces privilégiés qui sont responsables en priorité des émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement. Et c'est pourtant les plus précaires qui le payent. Donc c'est important de rappeler ça, que cette jeunesse qu'on met beaucoup en avant a un certain privilège et donc une responsabilité aussi. Et pour finir, je pense qu'on a beaucoup voulu, parce que c'était fort médiatiquement aussi, politiquement aussi, de dire, c'est une belle histoire à raconter, de dire que c'est la jeune génération qui se saisit de son demain comme ça, à pleine main. Mais je ne suis pas persuadée que ce soit vraiment le cas, parce que quand on regarde, et on en parlait toutes les deux, en fait, que j'en parlais aussi avec Anne-Sophie Novelle, qui disait que en point de vue sociologique, on se rend compte que l'engagement n'est pas spécialement jeune et qu'il y a plein de formes d'engagement qui sont plus invisibles. Et au niveau local, par exemple, c'est beaucoup
beaucoup des personnes âgées qui vont se battre sur le terrain pour que ce bout de terre reste un bout de terre et qu'il n'y ait pas un projet polluant dessus. C'est souvent, on voit les vieux militants qui sont là depuis longtemps, qui vont se taper les rapports, qui vont aller prendre du temps d'aller rencontrer les élus, etc. Donc on a mis les projecteurs sur une jeunesse qui est engagée, parce que c'est aussi un petit peu déroutant d'avoir des enfants qui se prennent pour des adultes et qui se mettent à parler avec des grands chiffres et des grands idéaux sur le monde, parce qu'on n'a pas vraiment le choix de le faire. Mais ne pas oublier qu'il y a toute une partie de la population, et je finirai là-dessus, notamment des jeunes. OpinionWay avait fait un sondage qui a été réalisé sur un petit échantillon, donc je ne trouve pas hyper représentatif, mais tout de même, en montrant que le pourcentage de climato-sceptiques chez les jeunes était de 34%, des 18-34 ans, et alors que dans le reste de la population française, c'était plutôt un quart. Donc on se rend compte qu'en fait, il y a énormément encore de vulgarisation à faire, de sensibilisation à faire, et de mobilisation à faire auprès des jeunes. Donc c'est pas gagné, voilà, pour commencer dans le vif du sujet. Hugo, toi, tu fais partie de ces jeunes qui s'engagent. Et il y a une phrase que tu m'as dite qui m'a beaucoup marquée, parce qu'ici, on est un peu là aussi pour faire le point avec cette première question. Ça fait 5 ans, les accords de Paris. Je me demande, qu'est-ce que je t'ai dit ? Tu m'as dit, on a été entendu, mais on n'a pas été écouté. C'est vrai, on a été entendu à partir du moment où on est sorti dans la rue. C'est ce que tu disais, Camille, où on nous a vus, on nous a interrogés, on nous a demandé ce qui se passait, on nous a demandé de dire bon, qu'est-ce qui ne va pas, racontez-nous votre histoire. Parce qu'en effet, c'est une belle histoire. Hein. Mais aujourd'hui, quand on disait en fait, il faut agir avec urgence parce qu'il y a cette urgence climatique, la 6e extinction de masse et en fait, tout simplement, le monde dans lequel on va vivre qui est en train de s'écrouler. On nous a entendus, mais est-ce qu'on a agi ? On n'a pas du tout agi à la hauteur de l'urgence. Les personnes qui se sont réjouies de nous avoir entendus ne nous ont pas écoutés, puisqu'elles n'ont pas suivi ces paroles, elles n'ont pas suivi nos dialogues par des actions, par des actes qu'on leur demandait et qui n'ont pas eu lieu du coup. Et c'est pour ça que je dis qu'on a été entendus mais pas écoutés. Parce qu'en effet, on était dans la rue, à l'époque où on pouvait encore être dans la rue, mais derrière, les actes qui devaient arriver ne sont pas venus. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile de tout faire reposer sur la jeunesse. Parce qu'en effet, quand on a des personnes qui s'expriment, quand on a des jeunes gens qui viennent voir justement, comme Camille disait, avec des grands mots, avec des grands chiffres, avec cette histoire-là, et qu'en fait, il ne se passe rien derrière, en fait, on se rend bien compte que ce n'est pas parce qu'on raconte une belle histoire que derrière, il y a forcément des choses qui arrivent. Et aujourd'hui, on doit se reposer. On ne peut pas se reposer sur les jeunes. On ne peut pas se reposer sur les jeunes, c'est toute la société. Les jeunes sur lesquels on pouvait se reposer, c'était il y a 30 ans, il y a 20 ans, quand nous, on est nés. C'était eux, les jeunes, qui allaient souffrir des effets du changement climatique. Aujourd'hui, les changements climatiques, ça impacte tout le monde. Ce n'est pas un truc qui va arriver dans le futur, c'est un truc qui est maintenant. Du coup, ce n'est pas un truc pour les jeunes, c'est un truc pour les gens qui sont ici maintenant, pour les jeunes, pour les plus vieux, pour tout le monde. Et du coup, quand on dit qu'on n'a pas été écouté, c'est toute une partie de la société qui n'a pas été écoutée. Ce n'est pas juste les jeunes. Les jeunes, ça a été... on nous a tendu un micro à un moment où on s'est un peu battu pour l'avoir, ce micro aussi. Et c'est un peu aussi ce qu'on réclame. Il y a une lettre qui a été... une tribune qui a été publiée la semaine dernière pour les 5 ans de l'accord de Paris, qui a été donnée à la maire de Paris, justement, et puis à François Barouin, qui est le président de l'Association des maires de France, et puis à la maire de Nantes, qui dit justement qu'on veut que les jeunes soient impliqués dans toutes les sphères et à toutes les tables de négociation, à toutes les tables de discussion, pour avoir la parole justement et être écoutés à l'endroit où on prend les décisions. Parce qu'aujourd'hui, si on nous dit oui, bon c'est bien, on vous a entendu, maintenant nous on va aller faire, en fait, on se rend compte qu'il faut assurer derrière que les choses soient faites. Et c'est pour ça qu'on demande à être inclus dans la prise de décision. Et c'est d'ailleurs la grande difficulté de l'accord de Paris, c'est qu'il s'agit d'engagement et pas de politiques contraignantes qui sont appliquées à long terme par les États. Donc là, on a beaucoup de pays qui ont déclaré de nouveaux engagements. Le Royaume-Uni a un peu provoqué la surprise en s'engageant à réduire de 68% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans le cadre du Brexit pour mettre un petit peu la pression aux autres pays. La France a un petit peu la traîne, hein, c'est moins 40% par rapport aux années 1990, alors que l'Europe, elle, s'engage à moins 50%, donc la France est à la traîne par rapport à l'Europe. Tout ça sont des chiffres.
à Vinciane, au Shift Project. Vous êtes des pros des chiffres. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti sur ce bilan 5 ans après et puis comment ça se passe, à votre sens, cette espèce d'écueil dans lequel on se trouve en ce moment? Alors, je pense que des chiffres, on en a souvent, et Jean Jouzel en a rappelé quelques-uns. En effet, les actions sont très très loin de ce dont on aurait besoin. Ça, je pense qu'on en est tous conscients ici. J'aurais aimé rebondir par rapport à la place des jeunes dans tout ça, sur ce que disait Camille, sur le fait que face à cette situation, il y a encore beaucoup de jeunes qui sont climato-sceptiques, une partie qui est très engagée et qui a encore besoin de beaucoup de sensibilisation. Au Shift Project, on pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que ça et qu'il n'y a pas seulement besoin de sensibilisation, mais aussi de formation. Enfin, en réalité, je parle un peu avec mes doubles casquettes, anciennement du collectif Pour un Réveil écologique et un pied actuellement au Shift Project. Mais globalement, ce qui est partagé sur tous les acteurs qui traitent de formation et d'enseignement supérieur, sur ces sujets d'intégration des enjeux de la transition écologique à l'enseignement supérieur, c'est qu'il y a un besoin de formation qui est extrêmement important pour répondre aux enjeux à leur hauteur. Ce besoin, il n'existe pas que dans l'enseignement supérieur, même si c'est les sujets sur lesquels... les sujets que je connais le mieux, mais il est dans l'enseignement de manière générale. Et puis dans toute la société, c'est des nouveaux métiers qu'il va falloir trouver, créer, des nouvelles formations pour évoluer dans une société qui soit plus sobre et plus résiliente, en fait. Oui, il y a une question d'enseignement primaire, secondaire, supérieur, d'enseignement technique, de s'adapter aux transformations, en effet. Et voilà, il y a besoin de mobiliser cette jeunesse qui, d'un côté, mobilise elle aussi parce que on voit que dans les établissements, il y a des étudiants qui mobilisent pour justement faire changer leur formation, mais ça doit en effet aller dans les deux sens. C'était d'ailleurs, est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de ce manifeste pour un réveil écologique et puis de l'accueil qu'il a reçu auprès des étudiants? Le manifeste pour un réveil écologique, c'est un texte qui a été publié en 2018, qui a été écrit par des étudiants pour... d'une part, exprimer leur frustration, enfin leur conscience de l'ampleur des enjeux et leur frustration par rapport aux réponses qui sont apportées. Ces réponses étant en général pas systémiques, ça a reçu un grand écho auprès des étudiants. Il y a plus de 30 000 étudiants qui l'ont signé. Et il a donné naissance à un collectif qui s'appelle Pour un Réveil écologique, qui travaille sur 2 sujets. Donc d'une part, justement, le sujet de l'intégration des enjeux écologiques aux formations d'enseignement supérieur. Et d'autre part, l'intégration de ces enjeux dans les futurs emplois des jeunes étudiants. Et donc la demande auprès des employeurs, et notamment, parce qu'en l'occurrence, ce sont beaucoup d'étudiants de grandes écoles, notamment auprès de grandes entreprises qui recrutent beaucoup ces étudiants, de prendre en compte ces enjeux écologiques à leur hauteur dans leur politique environnementale. Et 2 ans plus tard, est-ce qu'il y a eu un changement, un début de quelque chose, où est-ce qu'on en est? Alors, il y a eu des grandes avancées dans l'enseignement supérieur, parce qu'il y a aussi eu un momentum avec, entre autres, un rapport du Shift sur l'intégration des enjeux énergie-climat dans l'enseignement supérieur, et d'autres acteurs comme le REFED et comme beaucoup d'autres que je risquerais d'oublier, qui travaillent sur ces sujets. Il y a actuellement beaucoup de grandes écoles et quelques universités qui commencent à intégrer ces sujets. Il y a notamment le groupe INSA qui travaille avec le Shift Project pour réformer complètement les maquettes pédagogiques et intégrer les enjeux socio-écologiques. Donc il y a des choses qui sont en train d'évoluer du côté de l'enseignement supérieur. Du côté, en revanche, des employeurs, c'est plus compliqué. C'est un discours qui est entendu, mais de là à remettre en question entièrement des modèles d'entreprise, on en est un petit peu loin. Merci beaucoup. Justement, on parle de modèle d'entreprise. Du coup, je me tourne vers toi, Eva. Toi, quel est ton constat depuis 5 ans? Où ça pêche à ton sens? Et quel serait un des leviers les plus efficaces pour faire avancer tout ça? Merci. Alors effectivement, c'est vrai que
on a l'impression qu'il y a un ping-pong aujourd'hui qui s'opère entre la société civile, le président, les commissaires européens, même parfois encore plus haut. Alors que finalement, en fait, les décisions et les accords de Paris, si aujourd'hui on n'arrive pas à en sortir avec des vraies transformations, à mon sens, et si on regarde concrètement en fait ce que ces accords pourraient avoir comme impact dans la société, il aurait fallu qu'ils puissent polliniser en tout cas le tissu économique, qui aujourd'hui est le tissu qui est responsable en grande partie du réchauffement climatique et notamment les industries fossiles. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le travail de plaidoyer de la société civile, je pense, se structure encore beaucoup trop, et avant la Convention citoyenne, d'ailleurs, avant, sur un réchauffement un peu global, sur une vision très macro, en fait, alors qu'il faudrait aujourd'hui s'intéresser aux différentes cibles et à voir concrètement comment est-ce qu'on transpose pour tel acteur les accords de Paris dans sa stratégie. Et c'est vrai que la Convention a permis vraiment de mettre la lumière sur ça, et on est vraiment ravis de ce travail. Et c'est pour ça que pour nous, on trouve que ce soit la proposition sur le score carbone, le reporting extra-financier, décarboner les politiques d'investissement public, enfin tout ce qui a été proposé en fait par des citoyens, ce qui est aujourd'hui en fait des évidences. Au lieu d'opérer ce ping-pong avec le président, avec les parlementaires, il faut opérer un ping-pong avec les dirigeants d'entreprise, avec le dirigeant de la Caisse des dépôts pour savoir effectivement pourquoi l'ensemble du fonds d'épargne aujourd'hui n'est pas investi dans la transition sociale et écologique alors qu'il est censé avoir une mission d'intérêt général. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, malgré qu'on ait signé les accords de Paris, on n'est pas engagé en tant qu'actionnaire, parce que la France est aussi actionnaire d'entreprises, notamment d'industries fossiles, on n'est pas engagé avec les banques, un vrai dialogue aux assemblées générales pour que les plus gros, comme Total ou d'autres, en fait, engagent leur stratégie avec un scénario à 1,5 ou 2 degrés. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a un plan de relance et que sur ce plan de relance-là, il n'y a aucune éco-conditionnalité? Ça veut dire qu'on n'a aucune exigence aujourd'hui avec les 100 milliards, qui est que dalle, d'argent public déjà disponible, alors que les budgets publics sont beaucoup plus conséquents sur d'autres types d'industries. On a 100 milliards et même avec ces 100 milliards, on est incapable d'exiger une simple contrepartie sociale et écologique, et on se félicite de trucs quand même ridicules. Le seul truc qu'on a pu obtenir, c'était qu'une entreprise devait publier son scope 1, ce qui date, pour nous, c'est une proposition de 2010. Quoi. Le scope 1, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup Pardon, c'est vraiment le niveau 1 d'analyse de l'empreinte environnementale d'une entreprise. Je sais pas, dans une grande entreprise qui fabriquerait des bouteilles d'eau, par exemple, ce serait la production de la bouteille, c'est tout. Ce qu'il aurait fallu faire dans les années 70. Quoi. Voilà, exactement. Et donc, en fait, nous, on s'intéresse à regarder comment est-ce que, justement, on peut transposer ça au sein de l'entreprise et surtout au sein du secteur financier. Donc, on le fait notamment avec un mouvement qui s'appelle le Mouvement Impact France, qui, du coup, va effectivement opérer ce lobbying interne à l'entreprise, travailler sur une réglementation qui est adaptée au milieu de l'entreprise et au milieu financier. Et après, je vais le faire aussi au niveau de mes deux entreprises, Lita et Rift, parce que le gros sujet, en fait, c'est comment est-ce qu'on réoriente les capitaux vers cette transition. Parce que le principal problème, et on l'a vu avec un cas comme Danone, j'arrive même plus à le prononcer tellement je suis déçue, c'est que malgré qu'on ait un dirigeant d'entreprise qui a envie de faire évoluer son entreprise, malgré qu'on ait eu des très belles annonces, un plan stratégique, si les actionnaires ne suivent pas, l'entreprise est incapable de réaliser sa transition. Et à partir du moment où on a une crise, comme ce qui arrive à peu près toutes les 5 minutes sur les marchés financiers, et que le cours de l'entreprise, comme Danone, a du coup baissé de 30%, on est obligé d'opérer un plan de licenciement fort et de mettre sa mission de côté. Donc en fait, on a besoin d'engager ceux qui sont tout cachés, mais qui sont à la racine en fait de l'économie, qui est le secteur financier. Et si on veut le faire, on doit le faire à 2 niveaux. On doit réorienter les stocks aujourd'hui qui sont disponibles. Rien qu'en France, on a 5 000 milliards d'épargne qui ne dort pas, justement, qui est investi de la manière dont les banques investissent, de la manière dont la Caisse des dépôts investit, de la manière dont l'État investit sa dette. Et on doit également créer de la valeur monétaire, faire de la création monétaire en faveur de la transition. Et si on veut faire ça, il y a 2 choses à faire. C'est qu'il faut qu'effectivement tous les flux d'épargne aujourd'hui soient conditionnés à ces enjeux climatiques et sociaux, mais pour ça, il faut que les gens comprennent comment fonctionne l'épargne et comment est-ce qu'elle est dirigée. Et ça, on essaie de le faire avec Rift. Et notamment, on a Carbone 4 qui réalise en fait l'ensemble des analyses sur les produits d'épargne qui permet aux gens de comprendre l'impact en fait carbone direct de leur épargne. Et on doit le faire avec de la création monétaire en faveur de la transition. Parce que du coup, peut-être petite pédagogie, quand une banque va faire un crédit, il y a à peu près que 10% qui est de l'argent qu'elle a, et il y a 90% qui est de la monnaie qui est créée. Et en fait, on peut créer de l'argent comme ça, c'est fabuleux. Et donc, on est capable aujourd'hui, avec un plan de création monétaire, de rediriger cette création monétaire vers la transition sociale et écologique. Donc, c'est des
enjeux de ce niveau-là qu'on attend en fait de nos régulateurs, mais surtout des banques et des entreprises. Alors justement, la jeunesse qui milite au mois de février 2020 s'était introduite dans les locaux de BlackRock, un gestionnaire d'actifs. Donc comment je ne sais pas si Camille, toi, tu avais suivi cette action, ou Hugo peut-être, comment du coup la jeunesse perçoit ce monde de la finance que décrit Eva, qui est un petit peu opaque et difficile à affronter, parce que c'est très vite diaboliser le mal, et comment on rejoint les deux mondes pour essayer de convaincre le camp en face. Déjà, on le rejoint en parlant avec Eva. Parce que Eva, elle arrive à vulgariser, elle arrive à expliquer un peu en quoi ça importe d'aller là-dedans. Mais là, on parle de l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est... article 2, petit 1, petit c, c'est justement sur tous les flux financiers qui doivent être dirigés vers un monde sans carbone, etc. Donc l'accord de Paris, c'est pas juste les 2 degrés, c'est pas juste les 1,5, c'est aussi la finance, parce que évidemment les pays savent très bien la place que la finance a. Après, c'est sûr que, comme on le disait, c'est un monde hyper opaque, c'est un monde qui est compliqué à comprendre et qui, justement, vers lequel on a du mal à aller, parce qu'on se dit, non, mais en fait, c'est pas pour nous. Et justement, Eva, tu le disais, on aborde les choses de manière assez macro, sans aller voir justement dans le détail où est-ce qu'on peut avoir cet impact-là, et changer du coup la source. On dit l'argent, c'est le nerf de la guerre, pour le climat aussi, en fait. Pour le climat aussi. Et changer les flux financiers, leur direction, va changer la nature de l'économie. Et on sait très bien que cette économie doit changer aujourd'hui. Une économie qui repose sur les énergies fossiles doit complètement être transformée. On peut parler d'économie d'usage, on peut parler de beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on sait, quand on parle, si on reprend les 5 thématiques de la Convention citoyenne pour le climat, se nourrir, se loger, se déplacer, tout ça, il y a des entreprises derrière. Il y a des entreprises, il y a des secteurs d'activité. Et en effet, c'est via les flux financiers et via les investissements qu'on va faire pour aller d'un côté ou de l'autre. Et il y a des choix à faire. Aujourd'hui, le choix qui a été fait avec le plan de relance n'est pas du tout le bon choix. Aujourd'hui, on se targue d'avoir 30 milliards qui sont écolos. Super. C'est encore même moins que 30 milliards selon le dernier rapport du Haut Conseil pour le climat. Et les 70 autres milliards, on en fait quoi ? Où est-ce qu'ils vont? Et ça, justement, c'est hyper ambigu et on a du mal aujourd'hui encore à se saisir. La société civile, il y en a qui le font très bien. Je sais que le RAC, le réseau Action Climat, bosse beaucoup là-dessus. Mais du coup, comment aussi, chez les jeunes, on a du mal à aller vers la finance. La finance, ça correspond un peu à... C'est l'histoire, on parlait d'histoire tout à l'heure, c'est l'histoire du trader et tout. Et du coup, c'est un peu... c'est pas bien, quoi. On préfère s'en tenir éloigné. Mais en fait, il faut comprendre comment ça fonctionne pour ensuite, derrière, réussir à changer ce système qu'on veut changer, justement. Et Eva parlait de création monétaire. Je crois qu'après, il y a Pierre Larouturou qui va intervenir avec une vidéo. Mais avec Pierre, on a... Et du coup, Jean, que j'avais rencontré l'an dernier en travaillant avec eux sur le pacte finance-climat, on parlait de création monétaire, on parlait de budget climat au niveau de l'Union européenne, et justement de l'argent qui serait 100% pour la transition écologique, pour créer des millions d'emplois verts en Europe. Et en effet, du coup, l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais quelle guerre on a envie de faire aujourd'hui? Camille, tu veux rebondir? J'aurais rien de beaucoup plus pertinent que ces deux-là à rajouter sur le sujet. Hein. Vraiment, c'est les pour la finance. Non, mais en tout cas, je pense qu'on a un truc à comprendre, c'est qu'on ne peut pas être partout tout le temps, qu'on ne peut pas porter sur chacun de nos poids l'intégralité parce que souvent, quand on a un peu un porte-parole d'un truc ou on a des gens qui nous entendent, qui nous écoutent, on dit mais t'as pas parlé de ce petit truc. Chacun a son combat et donc il est en mode mais toi, est-ce que t'as pas parlé de ce truc-là et je sais que chaque truc est important et ce qui est chouette, c'est qu'on est complémentaires. Et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé là, récemment, suite au MEDEF, j'ai eu pas mal de CEO de grandes boîtes qui m'ont appelé. Et donc, moi, j'ai parlé de mes combats, de mes sujets. Et après, je lui ai dit, alors attendez, par contre, je vous mets en relation et vous rencontrez notamment la CEO de Aigle, qui j'ai renvoyé vers Eva. Parce que je sais que moi, j'ai dit, bon, pour la partie finance, vous voyez que cette fille, c'est bon. Donc en fait, ce qui est cool, c'est ça. C'est qu'ensemble, on arrive à avoir un impact assez pertinent. Moi, peut-être, mon truc, c'est d'aller les titiller, d'aller chercher l'émotion aussi, d'aller parler de ces questions de décroissance, de prendre un peu plus de hauteur, peut-être, d'être dans des idées. Et puis après, dès que j'ai besoin de concret, je sais que je peux aller voir là, ou je les ai renvoyés vers le shift aussi. C'est assez drôle. Je crois que je les ai renvoyés
accompagné vers à peu près chacun de cette table ronde. Donc c'est ça qui est important, c'est de se rendre compte qu'on est complémentaires. Et justement, c'était assez intéressant cette expérience au MEDEF. Peut-être que les gens qui regardent la vidéo ne sont pas tous au courant. Est-ce que tu peux en parler et réexpliquer comment tu t'es retrouvée à intervenir là-bas? Bon. Alors, ce qui est très rigolo, c'est que ça a été ça a buzzé complètement, alors qu'en soi, parce qu'il se trouve qu'il y avait un journaliste du Huffington Post sur place, mais dans l'absolu, ça m'est arrivé plein de fois, et ces réactions-là ne sont pas, mais du tout, nouvelles. C'est-à-dire que j'étais avec quelqu'un du Mathieu du Manifeste étudiant aussi, avec une table ronde où il y avait des gens de l'énergie, Schlumberger, Total, tout ça. Et ces 2 heures de table ronde, il n'y avait aucun journaliste, mais je crois que les réactions étaient 1000 fois pires. Enfin, s'il y a des journalistes qui ont envie de voir un petit breaking news, on peut vous filer les rushs, c'est incroyable. Hein, ça pourrait bien plus marcher. Mais non, en fait, comment je me suis retrouvée là-bas c'est l'idée de dire que 3 vérités passent toujours par 3 étapes. Enfin, toute vérité passe toujours par 3 étapes. D'abord, elle est complètement ignorée, puis elle est ridiculisée, combattue, et enfin, elle est acceptée comme ayant toujours été une vérité. C'est pas moi qui le dis. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y a quelques années, je crois que jamais personne n'aurait pu penser que le MEDEF allait se dire il faut qu'on mette une petite activiste écologique à côté d'une ancienne ministre, à côté de... Enfin, il y avait quand même du beau monde. Et déjà, le fait qu'on nous invite et que le fait de ne pas nous inviter soit un problème en soi et soit quelque chose qu'on va pointer du doigt, ça montre qu'on a déjà un petit peu avancé. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté, donc, il se trouve que je me suis invitée là-bas et que j'ai dit rien de révolutionnaire ni d'absolument brillant. J'ai juste dit, coucou, il se trouve qu'on a des limites planétaires. Enfin, le monde n'est pas infini. C'est des scientifiques qui le disent. C'est très simple, il y en a 9. Il se trouve qu'on en a déjà franchi certaines. Et que là, on est en train de faire de l'économie un truc infini. Je pense qu'un enfant de 4 ans est capable de comprendre qu'on ne peut pas faire rentrer un carré dans un rond. Enfin, à un moment donné, si on continue, on va droit au mur. Et j'ai juste rappelé l'origine de l'économie, qui était pour moi de dire c'est quoi l'économie. Je comprends sûrement bien moins ce que ça veut dire qu'Eva, mais j'ai fait quand même des études d'économie pour me dire c'est important, il faut que je sois pas trop larguée. Donc je suis en master là-dedans, je galère. Mais ce qu'on m'a appris en tout cas, c'est que l'économie, à la base, ça repose sur la confiance. Que c'est une histoire qu'on se raconte. Que le billet de 10 €, il vaut 10 € parce que collectivement, on a dit il vaut 10 €. Si on le brûle, si on décide qu'il ne vaut plus 10 €, il ne vaut plus 10 €. À l'inverse de si on dit qu'il n'y ait plus de CO2 dans l'air, il y aura toujours du CO2 dans l'air. Aurélien Barraud l'explique très bien. Donc l'économie, c'est l'oikos, c'est la gestion de la maisonnée, en gros, c'est ça. C'est dire comment est-ce que, comme la police, c'est la gestion de la cité, la politique, et là c'est l'économie, c'est comment est-ce qu'en tant que famille, on se débrouille. Donc je leur ai juste rappelé ça en disant, les gars, pour info, l'idée à la base, c'était, on est une société, on veut aller mieux, donc être en meilleure santé, avoir plus accès à l'éducation, tout ça, c'est cool, super projet. Je suis grave d'accord, croisons dans ce sens-là. Mais à un moment donné, si on nous dit qu'on produit trop de manière à mettre en péril notre propre existence, ça devient complètement schizophrène. Et dans ce cas, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça n'a plus de sens? Donc, est-ce que peut-être il ne faudrait pas produire un peu moins et travailler un peu moins? Là, la phrase qu'il ne fallait pas prononcer au MEDEF. Du coup, forcément, les journalistes étaient foutus de ma gueule en me disant « Oh là là, travaillez moins au MEDEF ». Et ils se sont aussi moqués de moi en rigolant. Mais sauf que, pour moi, c'était juste du bon sens. Et ce qui est chouette, c'est derrière la réaction, vu que ça a beaucoup tourné, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était peut-être eux qui étaient décalés, pas spécialement moi. Et surtout, il y a vraiment la réaction devant les caméras que je me prends tout le temps, qui est du dédain, de la condescendance, et la réaction derrière les caméras qui est très différente, où derrière, j'ai eu plein de grands chefs d'entreprise qui ont décidé de passer du temps avec moi, et après que j'ai renvoyé vers d'autres gens, qui disent en fait merci parce que ça nous permet d'avoir des débats en interne, de poser des questions sur la table, qu'il y a 1 an, jamais on aurait pu imaginer avoir un débat de décroissance à l'intérieur du groupe Total. Donc voilà. Après, pour finir, je crois que c'est symptomatique pour moi je dis souvent j'aime pas trop le mot vieux monde, mais j'ai rien trouvé de mieux d'ici là. Il faudrait qu'on réfléchisse, brainstormer un truc cool. C'est ces vieilles valeurs dans lesquelles on est attaché, ces rêves qui sont plus les nôtres. En fait, l'idée de se dire on va faire un taf qu'on n'aime pas trop, un stage qu'on n'aime pas trop, pour s'évader 2 semaines par an à Bali et avoir une grande maison en banlieue. C'est plus du tout le rêve de notre génération, je crois. En tout cas, vous inquiétez pas, ça va. Hein. Si on n'a pas ça, c'est pas grave, ça nous fait pas du tout rêver. Mais du coup, il y a quand même des gens qui sont attachés corps et âme à ce truc-là, et c'est très bizarre. Et ça, c'est plus possible. Et en fait, il faut qu'ils fassent le deuil de ce truc-là, de ce vieux monde-là, de ces idéaux-là, de croissance infinie, et ça, c'est plus possible, de travail comme une valeur qu'on regarde comme ça, qui nous fait peur. Et passer par les phases du deuil, il y a des moments aussi de déni, de choc. Donc là, c'est tous les climato-sceptiques qui sont restés bloqués là.
colère et c'est ça en fait, c'était une réaction de colère, une réaction de hey, touche pas à mon truc quoi, c'est toute ma vie, je suis attachée à cette croyance là, donc non, viens pas la bousculer. Et après là ce qu'on essaie de faire, je crois tous ici, c'est de les amener en les prenant par la main vers la phase que nous on a eu la chance et le privilège d'avoir, qui est l'acceptation, l'action et d'aller vers l'avant. Donc c'est l'idée quoi. Justement, ces crispations, Vinciane, est-ce que vous les ressentez au Shift, le décalage entre les aspirations des étudiants et puis la réalité du marché de l'emploi derrière? Puis en plus particulièrement en ce moment, avec tout qui est bousculé, qui est fermé, qui est suspendu, c'est quand même un gros remue-ménage. Donc en plus, rester ancré autour de valeurs écologiques, comment ça se passe selon vous en ce moment? Alors, je vais plutôt répondre du coup pour le coup avec ma casquette pour un réveil écologique, anciennement pour un réveil écologique, parce que au Shift, je n'ai pas vraiment été en contact par les projets du Shift Project avec des étudiants. Mais en effet, il y a des tensions. Il y a d'une part un sentiment très fort de manque de cohérence qui est assez mal vécu des étudiants qui s'engagent entre, justement, c'est ce que dit Camille, entre les aspirations de jeunes engagés et ce qu'on leur propose sur le marché du travail. Donc il y a, je pense, un très fort, chez les jeunes engagés aujourd'hui, j'ai la sensation personnelle qu'il y a un très fort besoin de cohérence entre ces aspirations et ce qu'on fait au quotidien, et le besoin de pas s'engager d'un côté pour une asso et de l'autre côté travailler dans une entreprise qui correspond pas du tout à ses valeurs et qui est en train qui contribue à augmenter les émissions de carbone et son empreinte écologique, etc. Mais ça, il faut se rendre compte que c'est aussi un discours de... les jeunes qui se permettent d'avoir ce discours-là, très clairement, c'est des jeunes qui sont privilégiés, qui ont le privilège de pouvoir choisir leur employeur à la sortie de leurs études, déjà qui font des études, puis qui ensuite ont le privilège de pouvoir choisir leurs employeurs. Je pense que c'est d'autant plus vrai en ce moment, en effet, avec la crise qu'on traverse. Et du coup, il y a un enjeu, je vais revenir à la formation, mais il y a un enjeu pour les jeunes qui n'ont pas cette chance-là, qui n'ont pas ces privilèges-là. Donc, d'une part, c'est très important que ceux qui aient le privilège le prennent et l'utilisent comme pour faire poids. Et d'autre part, c'est très important que les jeunes qui n'aient pas ce privilège-là aient d'autres opportunités de vie professionnelle que justement ce qu'on propose actuellement, qui est pour beaucoup de travailler dans des entreprises qui contribuent à, en l'occurrence pour le climat, augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, il y a besoin de transformer... il y a besoin de transformer l'ensemble du tissu économique et de transformer l'ensemble des secteurs qui tous contribuent à l'empreinte carbone, en l'occurrence de la France, pour pouvoir proposer d'autres voies professionnelles à ces jeunes. Merci. Eva, tu veux rebondir? Oui, et après je suis désolée, je vais devoir partir parce que je suis déjà en retard, mais en fait, moi, le truc sur lequel je voulais finir, c'était la première chose, c'est que la croissance, moi j'aime beaucoup ce que dit Éloi Laurent, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas ce que c'est, et je trouve que c'est d'autant plus vrai depuis 30 ans. En fait, c'est vrai qu'à une période, la croissance économique au sens de la croissance de la production, elle était extrêmement palpable par l'individu, parce que ça nous permettait de plus consommer, ça nous permettait... mais aujourd'hui, en fait, la croissance, dernièrement, en tout cas, elle n'est plus vécue dans l'entreprise, elle est vécue vraiment uniquement par la valeur actionnariale. L'entreprise, aujourd'hui, ne connaît plus de croissance. Donc, effectivement, il y a une croissance des dividendes, mais il n'y a plus de croissance interne. C'est-à-dire que depuis 3 ans, il y a une augmentation de plus de 12% des dividendes, mais il y a une croissance de l'emploi de 0,1%. Donc c'est que finalement, si en tout cas la croissance de l'entreprise n'est pas liée à la croissance de ses emplois, mais qu'elle est uniquement liée à sa croissance financière, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et quand en plus certains en fait vendent ce truc de la croissance, ils le vendent pour en fait caricaturer le propos de personnes comme Camille. Mais au final, ils savent très bien au fond d'eux que la croissance qu'ils défendent, c'est uniquement la croissance de l'actionnariat, la croissance de la valeur financière de l'actionnariat. Et c'est un vrai problème aujourd'hui. Et même au niveau européen, parce que vous parliez de BlackRock tout à l'heure, BlackRock a été sélectionné par la Commission européenne pour définir les normes environnementales du secteur bancaire. Pourquoi ils ont été sélectionnés alors que l'Europe en fait défend une manière d'évaluer
l'empreinte environnementale du secteur économique en analysant l'empreinte du secteur économique sur l'environnement. BlackRock défend depuis 10 ans l'inverse, l'analyse de l'empreinte environnementale l'empreinte du changement climatique sur l'économie et non pas l'inverse, ce qui fait qu'il analyse uniquement ce que le changement climatique va faire sur la valeur financière et pas l'empreinte de l'entreprise et de la finance sur le changement climatique. Ce qui est en fait une manière d'analyser très anglo-saxonne, qui n'est pas du tout la conception qu'on a, mais en tout cas la conception qu'il faudrait avoir si jamais on veut vraiment avoir une économie qui contribue à la transition écologique et pas l'inverse. Et la sélection de BlackRock pour définir ces normes-là montre bien la puissance des lobbies financiers aujourd'hui en Europe, alors que même la taxonomie verte et d'autres traités européens ne vont pas du tout dans ce sens-là. Et nous montre encore plus que, en fait, si on veut faire ça, c'est parce qu'on veut que ce soit un gestionnaire d'actifs, donc quelqu'un qui gère la valeur financière, qui définisse en fait ce que vont être les normes demain. Et BlackRock, le week-end dernier, a publié sa grande procédure sur l'engagement actionnarial, etc. Mais on parle quand même d'un acteur qui s'est opposé à 85% des motions climatiques depuis 2015. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement dangereux les décisions qu'on est en train de prendre parce que justement, on ne regarde pas les bons indicateurs. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup en fait ce que dit Éloi Laurent, on ne va pas rester dans ce débat-là. La seule question qu'on va se poser pour assainir le débat, c'est comment est-ce qu'on évalue réellement en fait l'état, le bien-être, la santé, l'emploi. Enfin voilà, des indicateurs qui sont palpables et qui sont palpables pour la vie des gens et qui permettront aussi, et je vais finir par ça, aux gens de se rendre compte que en fait la question climatique et la raison pour laquelle se battent les jeunes, c'est pas quelque chose qui va à l'encontre de la création d'emplois, c'est même quelque chose qui peut réobjectiver la manière dont l'économie fonctionne et concrètement lier aussi la finance et l'économie avec cette création d'emplois. Parce que la transformation et la transition sociale et écologique, c'est Gaël Giraud qui avait analysé ça. Peut-être que le chiffre est mauvais, mais en tout cas, ça permettrait de créer à peu près 100 000 emplois en France. Il faudrait que je revoie le chiffre exact. Mais c'est un véritable vecteur de transition de nos modèles et de création d'emplois. Parce que là, dernièrement, en fait, depuis 10 ans, on est sur une décroissance de l'emploi. Et là, la crise a montré que c'est pas le CAC 40 qui va... Pardon, je postillonne tellement ça m'excite encore. C'est pas le CAC 40 qui va créer des emplois. Il est surtout en train d'en détruire. Donc, en fait, investir dans la transition écologique, c'est la bonne décision même pour l'avenir économique. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Merci, et je suis vraiment désolée de partir, c'est déjà 20 minutes de retard. Non, merci de nous avoir accordé autant de temps supplémentaire, et puis on se tient au courant pour la suite. Avec grand plaisir, au revoir. Moi, je voulais juste rebondir sur ce qu'Eva était en train de dire. On dit que les jeunes se battent contre le changement climatique, mais moi, de base, quand j'ai commencé à m'intéresser à la crise climatique, au réchauffement climatique, c'était pas par le biais de juste il y a la montée des océans et les ours blancs ils ont plus de banquise. C'était plutôt par le biais des inégalités en fait, parce que on en parle depuis le début de cette table ronde où en fait moi je me considère comme une personne ultra privilégiée de n'avoir jamais eu à me soucier de si j'avais un toit au-dessus de ma tête, de si j'avais à manger dans mon assiette, si j'allais faire des études ou quoi. Pour moi, ça paraissait évident quand j'étais petit. En fait, en grandissant, je me suis rendu compte que non. En fait, moi, je suis un mec blanc qui vit en France, qui a de l'argent et tout, qui suis ultra privilégié, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et aujourd'hui, les gens qui vont souffrir de la crise climatique, de l'extinction de la biodiversité, c'est pas moi qui suis en première ligne. Hein. Moi, limite, je pourrais ne jamais en avoir entendu parler, ça ne m'affecterait pas, si ce n'est pour le romantisme de la chose, quoi. Mais aujourd'hui, c'est parce que il y a des personnes qui en meurent, il y a des personnes qui, à cause de ça, ne peuvent plus se nourrir, il y a des personnes qui sont obligées de faire des milliers de kilomètres pour changer de lieu de vie. Et la crise climatique, c'est juste une conséquence du système dans lequel on est. Et du coup, quand on dit qu'on lutte contre la crise climatique, c'est moins contre la crise climatique que contre le système qui l'a engendré. Et ce système-là, on parle du coup, tout à l'heure j'ai dit économie fossile, c'est un système qui se base sur 500 ans d'esclavagisme, sur 200 ans du coup de perforation du sol, d'aller chercher les matières premières dans la croûte terrestre, etc. C'est un système qui oppresse les femmes, c'est tout ça en fait qui nous a amenés à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et la crise climatique est une des conséquences de ce système-là.
Du coup, Eva avait parfaitement raison en disant qu'on ne lutte pas contre la crise climatique, on lutte contre le système qui l'a engendré afin de le changer et de pouvoir se reposer les bonnes questions de pas comment on va avoir plus de dividendes à la fin du trimestre, mais comment on fait en sorte que tout le monde ait accès à l'eau potable, que tout le monde ait accès à l'éducation, que tout le monde ait un toit au-dessus de sa tête, à manger, etc. Et en fait, Thibaut a parlé des objectifs de développement durable au début. C'est de ça qu'on parle, c'est comment on arrive à créer une nouvelle société et des nouvelles valeurs aussi, sur des nouvelles valeurs. Et le premier objectif, le premier des objectifs de développement durable, c'est d'ailleurs l'éradication de la pauvreté, qui a augmenté en France, avec près de 10 millions de pauvres d'ici la fin de l'année 2020. Et le Secours catholique qui a alerté là-dessus, qui demande d'ailleurs l'instauration d'un revenu minimum. Donc il y a aussi des leviers comme ça, institutionnels, que la société civile, peu importe son âge, peut choisir de s'emparer et de pousser à un niveau local. Camille, toi, comment tu vois les défis autour de l'activisme et du militantisme climat dans cette démarche de révolution d'un système? C'est un petit peu aussi ton discours. Tu pointes aussi les causes, tu dis pas juste qu'il y a un problème, il y a un objectif, un palier à ne pas dépasser, plutôt qu'un objectif d'ailleurs. On parle d'un palier de 2 degrés, chaque dixième de degré va compter. Je pense que on l'a vu avec l'étude dont tu parlais en début de soirée, pas tout le monde n'a encore vraiment conscience que chaque dixième de degré crée une différence extrême dans les répercussions pour juste le quotidien des gens. Comment toi tu vois les enjeux là pour la suite avec tout ce qui se passe en ce moment? Quelle question, dis donc. Comment, dans la question systémique, oui, j'ai 1 milliard de choses à dire, mais je vais essayer de choisir. C'est pas grave, je le dirai dans d'autres tables rondes, vous regarderez ou pas. Non, mais juste pour dire pourquoi un demi-degré, ça change. Moi, j'ai donné des cours, en parlant de formation, là, je peux te parler, mais j'ai donné des cours à des SECPA pendant le confinement. Et je crois que c'est un des plus belles... Oh, c'est tellement cliché de dire ça. J'ai tellement appris. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que je me suis rendu compte, en fait, à quel point c'était ouf. À quel point, en 3 heures, je leur disais... parce qu'on posait la question, du coup, ça change quoi? 2-3 degrés, on met un pull en plus, ou c'est quoi le plan? Et quand tu montres la dernière ère glaciaire en Europe, la carte, en disant, mais il n'y a que 4 degrés de différence avec maintenant, et que tu dis, OK, les potes, ce qui nous attend à 4 degrés, c'est des endroits où, comme en 2100, nous, on sera encore... Enfin, peut-être on sera plus là, mais en tout cas, si on a des enfants, potentiellement, ils seront encore en vie. On peut, comme le Mexique, où il y a 360 jours par an qui sont au-dessus du seuil létal en termes de température, donc on ne pourra plus vivre. En Indonésie, c'est pareil. Enfin, on se rend compte en fait que c'est énorme. Et je me suis rendu compte en 3 heures, avec mon petit niveau de connaissance, même si je fais le max scientifique, comment est-ce que tu arrives à faire prendre conscience à des élèves qui après sont devenus des petits révolutionnaires trop mignons, qui m'envoient des messages et qui ont des idées de ouf et qui poussent pour faire passer leur cantine en bio, enfin plein de trucs en interne et qui ont envie de changer le monde. En 3 heures, je me dis, mais à quel point, en fait, si tout le monde était au courant, donc après, je pense à la question systémique, mais juste pour moi, je me dis, c'est pas possible, il y a un vrai problème d'accès à la formation et à l'information, parce que si tout le monde est au courant, je comprends pas pourquoi parce qu'on n'est pas en train de tous paniquer, quoi. Enfin, de prendre le truc à bras le corps et de tout faire pour que ça s'arrête, pour qu'on sauve cette vie-là. Enfin, je veux dire, chaque être humain ici dans cette pièce, je crois, est normalement constitué et amassé la vie pour se battre pour elle. C'est de ça qu'il s'agit à la base. Enfin, on vous parle pas comme dit Hugo, et pour moi, c'est l'aspect systémique, c'est de montrer que c'est pas un hobby du dimanche. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc, hey, c'est l'école au service, on lui offrirait une brosse à dents bambou à Noël. Non, c'est pas que ça. Il s'agit pas juste parce qu'on est passionné par les koalas. C'est ici, maintenant. Tu le rappelais, Hugo, il y a 50 000 personnes qui meurent. Enfin, je ne rappelle pas ce chiffre-là, mais je le fais. 50 000 personnes qui meurent chaque année de la pollution de l'air, rien qu'en France. Le Covid, et c'est pas pour hiérarchiser, il y a je sais pas, j'ai pas regardé les derniers chiffres, mais c'est un peu plus de 40 000 morts. Bientôt 50, je pense, malheureusement. Mais on en est là, et en fait, on se rend compte que quand il y a une menace qui pèse, très bien, on arrive à prendre des décisions. Il y a une menace qui pèse sur, en l'occurrence, c'est le plus fragile d'entre nous. Parfait, on prend des mesures. Là, il y a une menace qui est démentielle, qui pèse aujourd'hui. Et en fait, on n'est pas capable on dit l'excuse de ce fameux truc systémique de dire c'est compliqué, c'est un système, c'est long, ça prend du temps. Camille, on ne peut pas arrêter cette machine. C'est faux.
On l'a fait pour le Covid en quelques jours. On a cloué tous les avions au sol. On a interdit à des gens de sortir de chez eux. On a fermé des entreprises. On a pris des mesures radicales parce qu'il y avait une menace qui pesait sur nous. Donc quand il y a une menace qui pèse sur nous, c'est important aussi de le prendre. Je crois qu'il faut que je me taise. Mince. Bon, écoutez, c'est pas grave, je me tais. Mais tout ça pour dire, c'est ici maintenant, c'est pas un hobby du dimanche, et c'est en effet systémique parce qu'on ne pourra pas avoir de changement qui vient que de notre petit colibri. Parce que l'incendie continue et les pompiers n'arrivent pas. Donc il faut qu'on éteigne le feu nous-mêmes et tous ensemble. Tout à fait. Je crois qu'on devient un petit peu court en temps, donc je vais juste conclure cette table ronde. Je suis désolée, sauf si vous vouliez rajouter quelque chose tous les deux. Je voulais aussi rappeler qu'en ce moment, c'est quand même une période assez compliquée au niveau de la liberté d'expression dans les rues. Donc c'est peut-être le moment d'être malin pour ceux qui souhaitent s'engager et transformer durablement la société en profondeur, de ne pas se laisser abattre, de trouver des espaces de solidarité et de construire des îlots de résilience à tous les endroits et de résistance à tous les endroits possibles et imaginables. J'ai eu la chance ce soir d'accueillir des personnes qui font un travail remarquable de formation, de sensibilisation et de pédagogie. Avec mon média Petit Instant Promotion, j'en profite, la Relaver la Peste, nous faisons aussi un gros suivi des luttes locales et des enjeux systémiques liés au dérèglement climatique qui s'inscrivent, on ne le répétera jamais assez, dans des questions de justice sociale et environnementale. Les deux vont de pair. On n'a jamais eu autant besoin d'être solidaires, donc faisons-le ensemble écologiquement.